projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démocratie. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais Monsieur Carras, c'était à une opération l'étranger, extrêmement ni difficile, maintenant, dans un ni pays avant. où il n'y avait plus d'État, il n'y a jamais eu d'État. Je pense que pour commencer, Dany en a fait un petit peu un relevé, mais c'est frappant de constater que, quelque part, le titre « Leur démocratie est la nôtre », c'est pas un titre qui surprend. On aurait pu penser qu'en fixant un titre comme celui-là, on allait se confronter au fait que ça ne ferait pas sens directement. Mais je crois qu'on est dans une étape, dans une période, dans un moment où les transgressions ou les mensonges de la démocratie dominante sont tellement clairs qu'en réalité, il suffit de dire leur démocratie est la nôtre, et on l'a constaté en distribuant le flyer ou sur Internet, pour que tout le monde comprenne très bien de quoi on veut parler. Et en fait, ce dont on veut parler, c'est justement les mensonges de cette démocratie dominante. Et pour cause, si on prend la séquence depuis l'été 2014, c'est, Dany l'a rappelé, donc je passe vite, une série d'interdictions de manifestations en soutien au peuple palestinien qui sont interdites, qui justifient la répression. On est dans un pays où, et c'est malheureusement accepté et toléré par les directions du mouvement démocratique, du mouvement ouvrier, où il faut prévenir la préfecture quand on veut manifester. Déjà ça, dans le pays, la révolution de 1789, c'est étonnant, mais pourtant c'est accepté. Mais ensuite, maintenant ce dépôt de manifestation ne suffit plus, et on a eu la Palestine, on a eu Rémi Fraisse et les manifestations qui ont suivi, on a eu encore toute une série d'autres rassemblements qui ont été interdits. C'est le record. Le gouvernement Hollande détient le record en une année d'interdiction de manifestation. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gendarme qui l'a tué, lui aussi a été acquitté à 100%. Ensuite, pour prendre un troisième exemple assez significatif, c'est la loi de surveillance généralisée qui est en train d'être discutée maintenant au Sénat après l'avoir été dans l'Assemblée nationale et qui va permettre, il y a 7 grands chapitres, je ne les cite pas tous, mais en gros, de justifier la surveillance des mails, du téléphone, des adresses, etc., enfin de l'adresse physique, de toute personne qui serait suspectée de terrorisme, le terrorisme étant redéfini comme quelque chose qui met en danger les intérêts économiques de la nation, la grève, dans ces cas-là, entre là-dedans, comme quelque chose qui met en danger l'intégrité du territoire, qui met en danger la souveraineté nationale, etc., etc. Quelque chose de si large qu'en réalité, toutes nos luttes rentrent dans cette définition-là. En fait, ce à quoi on est en train d'assister, si on veut parler un petit peu de cette séquence, c'est à la refonte du paysage idéologique et politique dans lequel on évolue et dans lequel on est amené les uns et les autres à lutter. On est déjà bien loin en fait du discours sur la présidence normale par lequel François Hollande s'est fait élire, si vous pensez. Présidence normale, dialogue social. Bon, le dialogue social ça continue, mais ça consiste à faire des réunions pour avaler l'ensemble des contre-réformes pour les directions syndicales. Mais en réalité, le discours sur lequel Hollande a été élu, un discours anti-sarkozyste dans la forme, on voit à quel point il est périmé à travers la séquence qu'on vient de vivre. Et en fait, on est en train comment expliquer déjà, une première chose, c'est que c'est pas un mouvement qui est français, c'est pas une dynamique de restriction des libertés qui est une particularité française. Il y a un auteur qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien, qui a étudié comment est-ce que l'ensemble des grandes démocraties occidentales, qui par ailleurs se gargarisent de leur démocratie et cherchent à l'étendre des armes à la main dans les pays qu'elles continuent à coloniser, l'ensemble de ces démocraties-là, en fait, sont devenues des sortes d'états d'exception permanents, où la loi de surveillance, en fait, en France fait écho au Patriot Act, par exemple aux États-Unis, où le quadrillage policier des quartiers est justifié au nom de plans comme le plan Vigipirate, ou au nom de la lutte contre le terrorisme, l'islamisme, etc. Des états d'exception permanents, c'est-à-dire une permanence de l'excession du droit d'un État qui se situe en dehors de sa propre légalité et qui, par là, en réalité, justifie le primat de l'action publique et de l'autorité sur la vie sociale et sur toutes ces manifestations. Ça, c'est un petit peu la définition que donne Giorgio Agamben, et c'est vrai qu'on s'approche de ça. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'on n'est pas non plus dans une rupture de la légalité. Pour faire ce que Hollande fait, pour faire ce que le gouvernement fait, il s'appuie sur tous les mécanismes de la Ve République, c'est-à-dire le 49.3, dont a parlé Daniela, c'est-à-dire le caractère intouchable de la principale figure exécutive de ce régime qui est la figure présidentielle, qui se situe en dehors de toute pression et qui a de compte à rendre à personne, c'est-à-dire les interdictions de manifestation, etc. etc. Et donc, il n'y a pas besoin pour les classes dominantes d'excéder leurs propres droits parce qu'elles s'étaient déjà prévues par avance un sacré dispositif pour pouvoir réprimer les mobilisations. Après, je crois qu'il est nécessaire de comprendre, si on veut comprendre la situation, en quoi est-ce que cette offensive répressive, liberticide, de criminalisation des mouvements sociaux, etc., se combine avec un élément qui lui donne son sens, en réalité, qui permet de comprendre
pourquoi elle se développe et pourquoi elle a lieu. Cet élément, c'est que dans le même temps qu'il y a répression, il y a une crise qui s'accentue des mécanismes de la représentation démocratique. Il y a une crise qui s'accentue de ces mécanismes-là. Si vous regardez un petit peu, qu'est-ce qui est au fondement de la démocratie, entre guillemets, dans laquelle on évolue? Il y a une crise du bipartisme. Les grands partis de la bourgeoisie réussissent plus à apparaître comme les canaux par lesquels on peut imposer un consensus. Le PS est sacrément en crise, mais l'UMP n'apparaît pas comme une alternative, ne serait-ce que si on pense qu'au scandale qui touche Sarkozy, qui touche Juppé, qui touche etc., et à la crise de direction dans laquelle l'UMP. Le FN surgit et s'impose un espèce de tripartisme qui met un peu en danger l'équilibre bipartidaire qui était celui de la Ve République. Il y a aussi une crise de popularité du gouvernement qui, même s'il est sorti renforcé de la phase du 11 janvier du « Je suis Charlie », tout le monde devait être Charlie, et il a réussi à renforcer à travers ça les institutions de l'État, et notamment les institutions répressives, les forces de l'ordre, etc., sa cote de popularité en tant que telle reste basse. Et en fait, un renforcement de l'État, il ne correspond pas à un renforcement du courant politique, le PS, ou du gouvernement en tant que tel, ou de la popularité de François Hollande. Et en fait, c'est aussi une crise qui touche la caste politicienne en général, si on veut reprendre un vocabulaire qui a pas mal courant en ce moment dans l'État espagnol, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il émergeait de nouvelles figures parmi les politiciens bourgeois qui soient capables de capitaliser un petit peu le mécontentement du gouvernement actuel et de se poser comme alternative. Et c'est une crise de la participation électorale, ça les grands médias en font déjà leur chou gras, mais on voit qu'il y a une abstention qui progresse. Bon, si on combine ces deux éléments, répression et la crise de ces mécanismes-là, là on peut commencer à comprendre un petit peu la signification plus profonde de la phase dans laquelle on est, à mon avis, qui est une phase où leur démocratie, pour reprendre le titre qu'on a donné à la conférence, n'enthousiasme plus. Du moins ces mensonges sont trop explicites, sont trop visibles. Et donc qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste une stratégie qui à mon avis est préventive, d'installer une tension dans l'ensemble de la société, c'est-à-dire de spectaculariser les conflits sociaux et leur répression pour intimider par avance ceux qui pourraient relever la tête et ceux qui pourraient contester les contre-réformes qui viennent. Parce que c'est une donnée, et ça va nous donner une piste et une hypothèse pour continuer, c'est une donnée de la situation que de comprendre que le rapport entre les classes en France, il est certes pas marqué par une offensive de ceux d'en bas, mais il est aussi pas marqué par une capacité d'offensive très importante de ceux d'en haut, tout simplement parce qu'il manque justement d'un outil de légitimité d'un gouvernement qui leur permettrait d'imposer toutes les contre-réformes qu'ils veulent. C'est frappant, si on lit la presse du MEDEF, la presse patronale, c'est frappant de voir comment eux se considèrent en retard, comment eux se considèrent en difficulté, alors qu'on a plutôt l'impression qu'ils vont très bien, simplement parce que leur programme de contre-réforme, que ça concerne les retraites, le chômage, que ça concerne le droit du travail, le CDI, surtout ce programme-là, ils sont en retard sur leurs voisins et concurrents impérialistes. Et c'est pour ça, à notre avis, que la stratégie répressive qui est en cours, qui est plutôt une stratégie d'attention préventive, en fait, s'explique dans ce cadre-là. Il s'agit de préparer des affrontements beaucoup plus durs, mais de les avoir préparés par avance, en ayant déjà intimidé ceux qui pourraient les mener. Donc ça, c'est une première conclusion.